Bienvenue pour l'épisode 2 de notre podcast où on n'a toujours pas le nom, mais vous l'avez sur le titre. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'est un mauvais cinéphile, parce que nous en sommes De très mauvais cinéphiles. de très mauvais cinéphiles. Aujourd'hui, on aimerait vous partager des anecdotes qu'on a eues par rapport à nos goûts, puisque comme on vous l'a dit dans l'épisode de présentation, on est très éclectique et ça a pu nous porter parfois préjudice Surtout à toi, dans tes études. pendant les études. Et sinon, de réfléchir ensemble à pourquoi en fait on aime des films au-delà de s'ils sont acceptés par la critique ou non. Et surtout, continuez d'aimer des films qui sont pas acceptés par la critique. Et que si vous dites que vous les aimez, on vous regarde en disant « t'es pas un vrai cinéphile ». Est-ce que pour commencer, toi, tu as une anecdote par exemple, où c'est arrivé qu'on te juge sur un film qui est considéré, même par le mainstream, comme un mauvais film? En vrai, pas tellement, parce que je suis un peu incapable de trouver un film qui est mainstream et qui n'est pas apprécié par les cinéphiles que moi j'aime particulièrement. Mais récemment sur Insta, j'ai du coup débuté une sorte de challenge si on veut, où je regarde cette année 50 films cultes, considérés comme cultes. Des films où si je vous dis je ne l'ai pas vu, genre Forrest Gump, vous me dites «Ah, t'as pas vu Forrest Gump ?» T'as pas vu Forrest Gump? Maintenant si. Mais du coup, j'ai commencé cette série de vidéos-là sur Insta et il y a pas mal de gens qui s'étonnaient, si on peut dire gentiment, du fait que j'ai pas vu tous ces films considérés comme immanquables et que je me décrivais comme cinéphile. Et notamment, il y a des messages plus ou moins sympas que j'ai reçus par rapport à ça, notamment un qui me disait ouais, de toute façon, toi, t'as pas vu tous ces films-là et t'es cinéphile, n'importe quoi, ça veut dire que t'aimes que Marvel, c'est sûr, t'es une fan d'Avengers. Mais de manière ultra condescendante. C'est genre, si t'es cinéphile, t'es pas censé aimer Avengers. Et nous, on aime Avengers. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aimer des films de cinéphiles? En tout cas, tu te fais bien voir si t'aimes bien ça. Mais on n'aurait pas le droit d'aimer Avengers. Pourquoi? Parce que c'est des films d'action? Parce que le scénario est pas plus incroyable que ça? C'est quoi le problème? Souvent, ça va vraiment être cette question du comment est destiné le film, à qui est destiné le film plutôt, et comment il est produit. Les grosses productions qui vont sortir l'été, on va se dire ok, c'est vraiment du pur Grand public. divertissement, du grand public. Et du coup, direct, ça va avoir une valeur un peu moindre qu'un film plus petit budget. Ce qui peut être compréhensible par certains prix, parce que s'il y a un si gros budget, souvent ça va être que c'est une commande d'un gros studio. Souvent, là, on va beaucoup parler cinéma américain plutôt. Oui, Mais vraiment ce genre de film blockbuster, comme on pourrait les appeler, exactement. et qui du coup vont être discrédités avant même leur sortie parce qu'ils ont ce statut de blockbuster. Parce que c'est pour le grand public. En tant que cinéphile bien pensant, on ne peut pas aimer les films grand public. On ne peut pas aimer les blockbusters, Lily. On ne peut pas aimer Michael Bay. Ça va être impossible. Moi, j'en ai un peu rien à faire. Mais elle, bec et ongles, je vous dis. Ah, pas bec et ongles à 100%. C'est certains de ces films que j'aime énormément. Genre Transformers. Et paradoxalement, je pense que son film le plus apprécié du grand public, qui est Pain and Gain, est celui que j'aime le moins. Eh bien, à toi de nous donner une anecdote sur ce que tu aimes et que la fac de ciné t'a dit. Hein? T'es sûr que t'es au bon endroit? Ben, en fait, c'est pas tant la fac de ciné pour le coup. C'est les gens. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont fait des facs de ciné, je sais pas si vous avez des appréhensions en fait en commençant par rapport à votre bagage culturel. Personnellement, j'en ai eu beaucoup parce que j'arrivais vraiment. Je connais les films, mais je connais rien en fait. Je m'étais jamais intéressée à ce qu'il y avait forcément autour des films. J'avais regardé autant du Captain America que je sais pas moi, du Chris Marker ou des choses comme ça, donc c'était un peu random. Et quand je suis arrivée, j'avais vraiment cette appréhension qu'on allait me dire que je suis pas à ma place. Et pour le coup, j'ai eu un super professeur qui, et pourtant je m'entends très peu avec lui en termes de goût, qui nous a dit pendant un cours d'initiation à l'analyse: je vais vous donner des outils pour analyser les films, pour les comprendre. Ça ne veut pas dire que je vais vous dire tout ce que vous avez vu avant, vous n'allez pas l'aimer parce que vous allez les revoir et vous dire ah, en fait non, j'avais pas les bonnes clés pour l'analyser. Il nous a dit un truc qui m'a marqué, peut-être un peu trop d'ailleurs parce que je pense qu'il aurait pas aimé que ça me marque autant, qu'il n'aime pas Michael Bay, mais il nous a dit je vais vous donner des outils pour comprendre pourquoi vous aimez les films que vous aimez et pourquoi vous aimez pas les films que vous aimez pas. Et ça m'a vraiment libérée d'un poids parce que je me suis rendu compte que oui, en fait, il fallait pas mettre en doute les émotions qu'on avait quand on regardait les films. Il fallait juste comprendre ensuite. C'était, en fait,
l'analyse de film, c'est juste une étape supplémentaire si t'en as envie, pour comprendre exactement pourquoi là t'as été en colère, là t'as été triste, là t'as eu peur et tout. Ce qui, du coup, a rendu ça très ludique et qui m'a enlevé un gros poids. Finalement, les jugements sont venus un peu plus tard, et plus avec des étudiants. Parce que quand on se retrouve dans une fac, avec beaucoup de gens de beaucoup de parcours différents, tout le monde a son bagage, et tout le monde peut avoir son élitisme aussi un peu intellectuel. Qui est une chose que j'avais pas du tout en cinéma, parce que je l'avais eu d'abord en musique. Tu penses que c'est ça qui t'a empêché d'être un peu condescendante avec ce que les autres aimaient? Oui, je pense. Ok. Parce que quand j'étais fin école primaire, début collège, j'avais vraiment une valeur élitiste de la musique. C'est vrai que ça nous arrivait beaucoup au collège. Tout notre groupe, sauf moi, parce que j'étais Déjà éclectique. déjà éclectique. Ah mais pour le coup, moi, j'étais pas du tout en musico. Et du coup, c'est venu très très lentement. Et quand c'est venu, finalement, eh bien, c'était pendant le lycée, où je me suis mis à écouter beaucoup plus de choses variées, des choses que je jugeais, comme par exemple le rap. Je disais, non, ça j'en veux pas. J'écoutais que du métal, du classique ou de la variété française. Et je me suis mis à écouter de tout, de la pop, du rap, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, non, en fait, faut pas condescendant. Et le fait que j'ai pas été condescendant sur quelque chose que je connaissais, ça m'a poussé, quand j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas bien, à ne pas être condescendant. Ce qui n'est pas le cas de certaines personnes que j'ai côtoyées, et notamment, j'ai un tatouage. Le tatouage. J'ai le tatouage qui fait frémir les salles de cours. J'ai un tatouage de Captain America et le soldat de l'hiver, que je ne montrerai pas. Aïe, 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 ça lui en a valu, ça lui en a valu. Techniquement, c'est quelque chose qui, pour ma part, a pu me blesser, parce que pendant longtemps, j'ai pas eu peur de l'afficher. J'étais en mode, vas-y, je suis trop fière de mon tatouage. Parce qu'il est super beau. Parce qu'il est super beau. Et un jour, en plein milieu d'un débat, c'était avec un ami en plus à l'époque, on débattait sur un film, et j'avais pas du tout aimé le film. Et on donnait des arguments tous les deux. Est-ce que c'est The Northman? Non, c'était pas The Northman, c'était antérieur. Je pense j'ai pas aimé ce film du tout. Ce sera le sujet de notre vidéo. Et du coup, je lui dis mon dernier argument, il me fait, mais de toute façon, de la part de quelqu'un qui aime Marvel, ça n'a pas de sens. Et là, j'ai compris vraiment que j'avais certains goûts qui en fait ne rentraient pas du tout dans les cases. Ouais, et alors, en face de toi, un gros élitiste. Qui se servait de tes goûts pour t'invalider entièrement. C'est ça. Alors que tes arguments, enfin, je veux dire, vous le verrez, et moi je le sais, c'est des vrais arguments. Enfin, c'est du construit, c'est pas juste, c'est mieux comme ça. Comme ce qui était cet argument au final. Oui. C'est genre, toi, de toute façon, tu peux pas t'aider. C'était pas un argument. Oui, clairement. C'est pas comme ça que tu vas gagner ton débat. Surtout que j'entendais bien, c'est des accords, mais c'est pourquoi ramener ça à mon tatouage. C'est surtout vraiment que rabaisser quelqu'un pour ses goûts. C'est ça, et je pense que toi, ça a dû te blesser à ce moment-là, alors qu'en fait, c'est lui qui passait pour un con. Oui, c'est ça. Ça me fume. Que deux, donc... Oui, c'est dommage. Après, j'allais pas l'afficher sur la plage publique. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, du coup, maintenant, quand je sors mon tatouage, enfin quand je le sors façon de parler, mais quand je suis en t-shirt, parfois j'aime bien être en t-shirt dans des lieux où je suis entourée de gens cinéphiles, justement pour imposer... Alors qu'avant, mon tatouage, il était juste là. J'étais contente, c'est tout. Maintenant, quand je suis dans un certain milieu, j'aime bien réfléchir à me dire, là, je vais le montrer. Est-ce que t'es passée par une phase où t'en avais pas honte, mais avec ces gens-là, des gens du ciné, t'étais en mode, j'ai pas envie qu'ils me jugent là-dessus. Et du coup, tu le cachais. Je pense pas que je le cachais parce que je voulais pas qu'on me juge là-dessus. Je pense que j'attendais le bon moment. Ok. Par contre. C'est-à-dire, tu veux faire ton effet, quoi. C'est ça. Je me dis, je m'en fous, je déballe ma science. Je leur prouve que j'ai des arguments dans le game. Et ensuite, bim. Ouais, en plus de faire un mémoire. C'est vrai, c'est une bonne idée. Niche, j'aime Captain America. Mais ce que je pense en plus, ce qui est dommage, c'est que pour ces personnes qui m'ont jugé pour le tatouage, c'est que au-delà, enfin, oui, c'est un tatouage de Captain America, mais et du soldat d'hiver surtout. Mais c'est pas forcément par rapport au film que je l'ai fait. Et du coup, le fait qu'ils voient directement le film américain, blockbuster, qui serait de basse qualité, ça montre déjà un biais qu'ils ont par rapport au film. Clairement. Mais je pense que c'est aussi... En fait, ils t'ont jugé sur ce tatouage-là qui représente le film avant tout. Ce qui est sûr, quand tu es à l'extérieur, un tatouage qui est une rêve, tu vois d'abord la rêve, tu vois pas son sens pour la personne. Mais en fait, c'est considéré Avenger. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le loup noir. Je sais pas comment on dit. Le mouton blanc. Oui, le mouton noir. Le mouton noir du cinéma. Alors des cinéphiles. C'est genre, dès qu'ils veulent décrédibiliser quelqu'un, ils disent « toi, ça se voit, t'es fan d'Avengers ». Genre parce que c'est le blockbuster, la franchise et tout, machin. Parce que c'est problématique sur plein d'aspects que je respecte. C'est vrai qu'il y a vraiment cette limitation, enfin,
des créateurs dedans. Les réalisateurs peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils font appel à certaines personnes juste pour avoir de la notoriété, des choses comme ça. Et pourtant, c'est pas tant quelque chose qui a l'air de répulser les gens qui travaillent dans cette industrie non plus, dans le sens où je pense par exemple à Chloé Zhao qui a fait The Eternals, tout le monde était en mode, mais moi la première d'ailleurs, j'étais en mode, oh là là, ils font appel à elle parce qu'elle a gagné des Oscars, c'est pour faire entrer les Avengers dans les Oscars et juste avoir de la notoriété. Et finalement, Chloé Zhao a dit elle-même qu'en fait elle avait très envie de réaliser ce film. Ouais, c'était un des pires, Avengers, enfin du MCU quoi. Ah, j'aime pas trop. J'ai vraiment pas aimé. Mais je pense pas que ce soit ça le problème des gens qui n'aiment pas, qui aiment bien taper dessus. Je pense peut-être que ça l'a été. En tout cas, c'est sûrement de là d'où est venu le problème. Mais je pense qu'on est rendu à une ère où on cherche pas à savoir pourquoi on n'aime pas Avengers. Pour être cinéphile, on n'aime pas Avengers. Tu vois, genre il y a pas d'explication. C'est juste quand tu demandes à quelqu'un, bah ok, mais c'est quoi le problème avec le fait d'aimer Avengers? Un cinéphile, il va te répondre, bah parce que c'est nul. C'est quoi cet argument? Dans ce cas-là, tout est nul et pas nul pour n'importe qui, tu vois. C'est comme l'inverse, par exemple. Moi, ça m'arrive plus de ne pas aimer un film que tu dois aimer en tant que cinéphile. Et du coup, on me tape dessus parce que... Non, mais c'est parce que t'as pas compris. Mais j'ai très bien compris. C'est juste que ça me touche pas et que ça me plaît pas. C'est pas grave. Si je trouve ça nul pour moi, c'est parce que ça me touche pas moi. Mais je pense que eux, maintenant, ils cherchent plus à savoir le pourquoi du comment. Juste, c'est comme ça. C'est factuel. T'es censé aimer ça? Bah t'aimes. T'es pas censé aimer ça, t'aimes pas. Mais il n'y a pas d'argument derrière. Parce que même quand t'essayes de creuser, bah à part t'attaquer sur des trucs et rester généraux, ils savent pas donner d'arguments. Et je dis pas que le MCU est incroyable et que tout est bon. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas, il y a des films que j'adore, mais il y a vraiment des films que je peux pas me voir. Parce que chaque film est différent et construit différemment, voilà. Oui, ça c'est un problème aussi que je trouve, c'est un peu le même problème, on en parlait hors caméra, mais avec Fast and Furious pour le coup. C'est-à-dire, vu que l'engrenage en fait d'une franchise, ça a souvent destructeur mine de rien, parce que les gens du coup ils ont une haine qui monte parce qu'ils sont en mode ils comprennent pas que certaines personnes continuent à accrocher, d'autres ils décrochent au fur et à mesure parce qu'ils sont plus dans cet univers, et c'est ce qui se passe avec Avengers parce qu'ils veulent toujours aller plus loin avec plus de séries, plus de films, plus de personnages, et du coup ils perdent des gens. Mais Fast and Furious, je trouve que c'est un peu le même principe, c'est-à-dire moi je pense ma première relation avec en tant que cinéphile, je vais être en mode ok, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc avec plein d'explosions? J'ai pas envie de le voir. Finalement, je regarde un, en plein milieu d'ailleurs, pas dans l'ordre. J'ai commencé par le 5, parce qu'il fallait convaincre les deux personnes avec moi. L'une voulait absolument voir l'acteur qui est décédé dedans, Paul Walker. Ah oui, oui, oui. C'était le dernier... c'était pas le dernier jeu, le dernier jeu c'est le 7. Et l'autre personne voulait absolument voir un qu'il aimait bien, et il n'aimait pas après le 6. Du coup, on a opté pour le 5. Bref. Tout ça pour dire que j'ai commencé par le 5 et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Et déjà, tu l'as vu. Genre, vraiment, c'est pour le coup une saga de films que j'ai pas envie. C'est tout ce que j'aime pas en même temps, parce que je suis pas très film d'action de base, c'est compliqué pour moi d'adhérer. Si j'aime bien un film d'action, c'est que souvent je l'aime vraiment bien. Je sais pas, il y a un truc. The Fall Guy, je l'aime vraiment bien. Mais c'est compliqué. Genre, c'est vraiment un truc qui m'attire pas. Mais pour le coup, du coup, je prenais vraiment la saga Fast and Furious comme un ensemble, ouais. Et je me posais pas en me disant, oui, mais ça part d'où? Et un jour, je me suis dit, ok, donne une chance au premier. Et j'ai regardé le premier, et en fait, le premier tout seul, c'est un super bon film. Bah déjà, souvent, les premiers ont tendance à être les meilleurs parce que c'est le début de la création du truc, tu vois. Donc, ça m'étonne pas que ce soit le meilleur, entre guillemets, pour beaucoup de gens, mais c'est le seul que t'aimes, par contre. Oui, pour le coup, c'est vraiment le seul que je trouve. Ouais. Parce que dès le 2, en fait, pour moi, ça marche pas. C'est redondant. C'est redondant, et dès le 2, tu sens le truc de... Faut adapter... C'est un film qui a marché, faut adapter la formule à quelque chose qui marche. Ouais. Donc le premier, c'est un film un peu... ça casse pas trop pattes à un canard, hein, parce que c'est un flic qui va s'infiltrer dans une équipe de gens qui pensent faire du braquage. Il va se mettre à faire des courses de voiture avec eux, il va développer des affinités, tomber amoureux, des choses comme ça. Et dans le 2, c'est un buddy movie. C'est-à-dire, c'est deux potes qui s'embrouillent tout le temps et qui règlent une enquête. Ça, le buddy movie, en plus c'est le début des années 2000, c'est vraiment la fin du genre à ce moment-là. Donc le fait qu'ils en fassent un comme suite, c'est vraiment dire, ok, on a une franchise qui pourrait marcher, venez, on fait un 2 avec une formule qui marche. Et ça, c'est dès là en fait où tu te dis, ouais, c'est ça en fait qui marche pas ensuite dans la suite des films.
Sauf que, encore une fois, en fait, on le prend comme un pack. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes cinéphiles aujourd'hui qui vont commencer à développer leur culture et qui vont même pas en fait mettre un pied dans le MCU. Parce que nous, on a mis un pied dedans parce qu'on a grandi en même temps que les films sortaient. C'est vrai. Mais je me dis, par exemple, aujourd'hui, il doit y en avoir plein, je sais pas, qui ont genre 15-16 ans, qui, si ça se trouve, ils regardent pas, parce que les derniers qui sont sortis, c'est la phase 4. Ou alors d'autres qui ont été biberonnés à ça et qui vont kiffer. Ouais, bah, il y a ceux Et qui peut-être sont. que ça va changer. Je pense que tu as une génération assez récente qui est biberonnée au Spider-Man du MCU. Beaucoup. Parce que vraiment, si je demande aux plus jeunes, j'ai l'impression que ceux qui préfèrent, c'est vraiment les Spider-Man du MCU. Alors que personnellement, je les aime pas, les Spider-Man du MCU. Et, mais en fait, ils vivront jamais ce qu'on a vécu nous. Mais faut pas qu'on fasse les vieux cons à venir leur Non, dire bien genre, ouais, mais c'était mieux les premiers, tu vois. Non, clairement. Mais ouais, c'est vrai que on a perdu un peu ce qu'il y avait dans le MCU avant, selon moi. Mais c'est compliqué parce que, en effet, quoi qu'il, j'ai l'impression que au début, on pouvait se dire, oui, dans la phase 1, par exemple, les cinéphiles, ils n'avaient pas l'air trop contre. J'ai l'impression que c'est avec l'avancement des phases que là, ils se sont dit, non, le MCU, vraiment, c'est pas possible. Et on tape sur tout. Parce que mine de rien, dans la chronologie, Iron Man, c'est le 3e film qui est sorti. Ouais. Hulk, Iron Man 1, Iron Man 2. Non, Captain. Non. Ah bon, c'est avant Iron Man. Ok. Ouais. Parce que Captain 1, je crois que c'est 2012. Non, c'est qu'on les regardait pas Non, dans l'ordre de 2011. sortie, je crois qu'on les regardait dans chronologie, nous. Oui, je pense que C'est c'est pour ça. ça. Et du coup, Iron Man 2 est sorti. Et déjà, Iron Man 2 avait posé problème. Enfin, plein de gens avaient dit, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant Ah, Donc, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait des détracteurs tout le temps, mais que maintenant, c'est devenu un peu, comme tu disais, genre, pour bon cinéphile, n'aime pas. c'est ça. Comme bon cinéphile, aime Paul Anderson. ou des choses comme ça. C'est vraiment plus... en fait, c'est ça qui m'énerve chez les cinéphiles. Pas tous, évidemment. Mais les cinéphiles qui veulent rentrer dans la case cinéphile et qui, du coup, aiment ou n'aiment pas un film, pas parce qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, mais parce qu'ils doivent l'aimer ou ne pas l'aimer. Et en fait, on les reconnaît très vite parce qu'ils n'ont pas d'argument. Donc, il y a un moment où on sait, en fait. Parce que quand t'aimes un film ou que t'aimes pas un film, tu sais pourquoi tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Si tu sais pas, c'est que c'est pas de ton avis. C'est l'heure d'un petit quiz pour toi. J'ai pris 2 films que t'aimes beaucoup, un peu mainstream pour le coup, et je t'ai fait des questions de la plus simple à la plus dure. Ok, je lui ai fait pareil avec une série. Donc on dissipera ça un peu dans la vidéo. Vas-y, fais-moi la première. Enfin, le T'as le premier choix film. entre Bridget Jones ou Avengers. Aïe. Vas-y pour Bridget Jones. Ça a l'air plus facile. Okay. Épelle le prénom de l'actrice principale. Le prénom Le nom, pardon. Oh non, le nom de famille, c'est trop compliqué. Non, tu refais pas, je garde. Alors Ok. Je me demande le prénom trop facile. Z C'est super dur, son prénom. Son nom de famille, pardon. Zellweger. Elle Je l'ai dit elle Non, pas. Ok. Donc Z-E-L. Je sais plus si on a 2 des L. Ah, c'est super dur. Deuxième L. Ouais. W. Ouais. Z, E. G. Il y a 2 G ou il y a un seul G E, R. Oui. C'est censé être la question facile, là? Ouais. Bah oui, c'est facile, évidemment. T'as vu le nom de famille? De quelle couleur est la soupe qu'elle prépare à ses amis dans son appartement avec Marc? Bleu. Si t'aurais dû me dire pourquoi. Parce qu'elle a mis la ficelle qui tient la viande dedans. Ok, 3e. Si vous avez vu Bridget Jones, j'espère que vous avez la réponse à toutes ces questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre à nos quiz si vous connaissez les films en commentaire. Et nous dire combien vous avez eu. Exactement. Question 3. Quelle est la chanson du générique durant lequel Bridget boit et joue de la batterie avec ses pieds? Un point en plus si t'as l'interprète de la chanson. C'est Céline Dion. All by myself. Et c'est ça. Bien joué. Que représente le premier pull de Noël que Marc porte au début du film? Tu veux dire l'animal? Ouais. C'est un renne. Ouais. Vrai ou faux? La culotte portée par Renée Zellweger, signée par Hugh Grant, a été vendue aux enchères pour 1000 livres sterling. Vrai. C'est faux. Elle a été vendue pour 2000 Oh livres sterling. Qui achète des culottes de ciné pour ça?
Vraiment, c'est malsain. En vrai, Mais bon, non, s'il non, y a j'aurais pas été une capable. grande- J'aurais été capable. Attends, parce qu'il faut savoir qu'on s'est vraiment bouffé Bridget Jones souvent, mais je vous dis ça après. Ok. De quel roman est librement adapté Bridget Jones? Orgueil et préjugés. Et d'ailleurs, le nom, l'autrice a dit qu'elle s'était librement adaptée, que c'était librement adapté, et le fait que Colin Firth ait joué Orgueil et dedans, préjugés, ouais. ça lui a donné l'inspi pour le nom de Darcy. Ok. La réalisatrice, et dernière question, la réalisatrice Sharon Maguire du film a aussi réalisé l'une des suites. Laquelle? Elle en a fait qu'une des suites. Elle a fait qu'une des 3 suites. La deuxième. Non, c'était le 3, donc Bridget Jones Baby. Elle est revenue en 2016 pour le faire alors qu'elle avait refusé pour le 2. C'est pas le meilleur pourtant. Hein. Ouais, Et mais donc- il y a une Sharon. Oui, mais il y a Sheeran. Voilà par exemple un film de mauvaise cinéphile. Je suis complètement fan de Bridget Jones. On l'a découvert ensemble ouais, quand j'avais 12 ans à peu près. Elle me l'a montré. Enfin, elle l'a découvert avant moi et elle me l'a montré. Et j'ai pas lâché l'affaire. Je suis grave tombée amoureuse de Colin Firth. Et j'adore énormément Hugh Grant, mais vu que c'est le fuckboy du truc, moi je suis pas très fuckboy. J'aime bien les good boys. Donc du coup, non, j'étais du côté Mark Darcy. C'est d'ailleurs la période où on avait une technique qui n'est pas du tout cinéphile, puisque la plupart des gens vont regarder les films de tout un réalisateur ou toute une réalisatrice. Nous, on partait du coup sur les acteurs. Pour le coup, à partir de ce moment-là, on a regardé tous les films de Colin Firth ensemble, que ce soit Le Discours d'un roi, La jeune fille à la perle, des choses comme ça. Mais je fonctionne toujours comme ça. Moi, c'est les acteurs me sautent aux yeux. Et après, j'ai envie de regarder des films avec eux. Mais c'est aussi pour ça qu'on retrouve beaucoup de têtes d'affiche dans les films à gros budget. Enfin, par exemple, Dune, c'est exactement comme ça qu'ils ont fonctionné en termes de casting. Et ça a fonctionné. Et c'est ce que je disais, pour moi, c'est un film qui n'aurait pas dû marcher sur le papier. Parce que c'est un truc très niche, Dune, au final, je trouve. Mais avec un casting comme ça, forcément, ils allaient attirer du monde. Même Denis Ils ont bien Villeneuve, en fait. soi, c'est pas non plus le mainstream absolu. C'est-à-dire Ah ouais. qu'il fait des blockbusters, mais pas tant que ça. Mm. Donc c'est vrai que c'est une bonne formule, en fait, les têtes d'affiche. Et c'est souvent ce que tu vois d'ailleurs sur les affiches de films, littéralement. On n'a pas le temps de voir de quoi parle le film. On nous montre les acteurs et on repère. Comme on le voit à moitié sur l'image. Hein, donc ça C'est marche pas grave. Mais oui, c'est très intéressant, je trouve, parce que c'est plus un fonctionnement qu'on attendrait d'avoir de la part d'un public qui va juste voir des films comme ça. Ouais. Mais qu'on a genre depuis super longtemps. Et je sais que ça m'arrive aussi parfois Ouais. de fonctionner comme ça. Maintenant, je diversifie. Parfois, je fais par rapport au scénariste, par rapport au réal, par rapport aux musiciens, enfin aux compositeurs aussi, ça m'arrive. Et mais acteurs, toujours. Moi, je commence à faire pour réal. Parce que je commence vraiment à m'intéresser à eux. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser au réal, je veux pas mytho. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à eux quand je comprenais leurs pattes. C'est pour ça que j'ai des préférences très marquées en termes de pattes scénaristiques. Réalisatrices. De mise en scène. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais on n'est pas là pour ça. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, on disait qu'on est des mauvaises cinéphiles parce qu'on aime des films qui sont dits mauvais. Ou trop grand public. C'est ça. Est-ce que toi, il y a un film ou un réel comme ça sur lequel on t'a vachement jugé en cinéma? Parce En que t'es dehors de une Marvel. mauvaise cinéphile. Michael Bay. On en a parlé dans l'épisode d'introduction. On est a dit étonnés. qu'on y reviendrait. Et ce qui est intéressant, c'est que je fais le lien avec l'élitisme dans les facs de cinéma. Parce que quand je suis entrée en fac de cinéma, je pense que le regard de certaines personnes autour de moi ont changé. C'est ce que j'allais aimer maintenant que je suis rentrée dans une fac de cinéma. Et notamment, après avoir vu Ambulance, le dernier film de Michael Bay en 2021, 2022, je sais plus. Et j'ai vu mon frère et je lui ai fait est-ce que t'as vu le dernier film de Michael Bay? Parce que je savais qu'il aimait bien regarder les Transformers et tout. Et il m'a regardé en rigolant, en mode genre, parce que je lui disais il est trop bien et tout. Et je pense qu'il pensait que je rigolais. Vraiment, il a regardé en rigolant et moi j'étais là en mode sérieux, en mode non, mais il est vraiment trop cool. Et il m'a regardé avec un petit bug et je pense que c'est vraiment autour de toi, ils s'attendent à ce que tu deviennes un petit peu élitiste.
Et pédant. Et pédant, ouais. Et quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message en mode j'ai vu Ambulance, j'ai fait alors, il m'a fait best movie ever, voilà. Et, Pas du tout surexagéré. et voilà. Mais je pense que je comprends pourquoi les gens n'aiment pas forcément Michael Bay, parce que c'est un peu l'inverse de ce vers quoi on tend maintenant. On tend beaucoup vers le plan séquence, vers un montage qui laisse la place au mouvement, aux chorégraphies de décors, alors que lui, il a un montage très cut, très haché, où ça va à 200 à l'heure. En plus, il traite des thèmes qui plaisent pas à tout le monde parce que c'est de l'action. Ouais, j'allais dire, je vais rien dire parce que moi j'adore Baz Luhrmann. Oui, clairement, Baz Luhrmann. Alors que tu vois, pour le coup, je trouve que Michael Bay est plus lisible que Baz Luhrmann. Parce que je trouve que Baz Luhrmann, ça va dans tous les sens, c'est épileptique. Michael Bay, c'est ultra rapide, mais t'es jamais perdu. Moi je trouve qu'il va dans tous les sens, mais je me perds pas. Je trouve qu'il va toujours vers le même point. Ah, je sais pas comment tu fais, mais j'aime beaucoup aussi. Et du coup, il aborde aussi des thèmes qui plaisent pas à tout le monde. C'est un gros film d'action, il y a beaucoup de genres de comiques, de buddy comédie, genre avec les bad boys. Il parle beaucoup de militaires. Voilà, il y a beaucoup d'effets de caméra, genre du lens flare, des ralentis, des choses comme ça. Donc c'est un montage très lourd en fait. Et les thèmes ne plaisent pas forcément. Donc on le voit vraiment comme un réal qui fait des grosses explosions tout le temps, c'est devenu même sur internet. C'est un mec grand public quoi. Et pourtant, j'aime énormément ses films. Je trouve notamment, mon film préféré de lui, c'est The Rock, qui est génial avec Ed Harris, Sean Connery et Nicolas Cage. Et je trouve que la dose action, humour, émotion, elle est parfaitement respectée. J'adore toutes les anecdotes de tournage. Et je trouve en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un gamin, mais qu'en même temps, il a ce double statut qui me fait beaucoup rire quand je parle avec des gens qui n'aiment pas Michael Bay, c'est qu'ils oublient que c'est un méga pote de Spielberg et genre Scorsese, genre qui se matent des films ensemble, ils se matent genre je sais pas Laurence d'Arabie ensemble en pellicule, et il y a vraiment ce truc où nous en tant que public, des gens vont se dire ah oui non mais c'est pas du tout la même catégorie, c'est vraiment un sous-réalisateur, alors que genre lui il fait partie d'une grande équipe, tu vois. Ouais mais je pense que c'est parce que en fait les gens s'attendent. Les gens compartimentent tout. Ils se disent que si le gars fait des films grand public et donc de facto des films pour les mauvais cinéphiles, bah dans ce cas-là, il peut pas traîner avec les grands réalisateurs, tu vois. Alors que c'est pas pour autant que lui a pas le droit d'aimer d'autres genres de films. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on nous reproche, c'est le fait d'aimer des films grand public. Et du coup, si on dit qu'on aime un film grand public, donc forcément on peut pas aimer les films plus niches ou voilà plus recherchés, alors qu'en fait on peut totalement aimer tout. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? Je comprends pas le principe. Enfin c'est con, c'est comme si tu me disais j'aime la vanille, tu peux pas aimer le chocolat. Oui c'est ça. Alors que la vanille et le chocolat ensemble. Exactement. Voilà, donc ça n'a pas de sens en fait de dire aux gens qui sont pas cinéphiles parce qu'ils aiment un truc grand public. Tout comme ça n'a pas de sens de dire que Michael Bay ne peut regarder en final que des films comme il le fait. Parce que sinon, on ne regarderait pas grand-chose. Hein. Il n'y aurait pas de diversité dans les choses. Et puis personne ne fait aussi bien du cinéma d'action que Michael Bay. Non, je plaisante, je sais qu'il y en a plein d'autres qui le font. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est aussi oublier que des films qui aujourd'hui sont considérés comme cultes étaient des gros films de studio. Mais tu sais, c'est un peu comme les acteurs. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que Jenna Ortega est une très grande actrice, mais qu'elle joue que dans des trucs de merde. Et du coup, ils comprennent pas soit ce qu'elle fout dans un truc de merde, soit du coup, tous les gens qui sont pas renseignés sur la fille, quoi, lui tapent dessus comme quoi c'est une actrice de merde, mais ils ont jamais regardé leur film, puisqu'ils partent du principe que les films dans lesquels elle joue, c'est de la merde. Du coup, c'est complètement con. Enfin, tu peux très bien être un très bon acteur et jouer dans de la merde, et regarder des trucs très niches. En fait, c'est ça qui a beaucoup surpris. Récemment, je crois qu'elle a fait une interview ou un truc où elle parlait de ses films préférés. C'était des trucs ultra niches. Et du coup, tout le monde est en mode elle a vu ça, elle, impossible qu'elle ait vu ça. Oui, mais c'est juste parce qu'elle tourne dans de la merde. À leurs yeux, en tout cas, ça n'a pas de sens. Mais ils font pas la distinction entre le personnage qu'elle incarne, puis parfois, Et juste, tu peux tout aimer. Ouais, puis elle est jeune, elle a le temps de jouer dans plein de choses. Oui, c'est ça. Puis même si on parle, enfin, je veux dire, ça t'empêche pas. Tu peux manger des carottes râpées le matin et manger dans un semi-gastro le soir. Enfin... Parce que t'as faim, tu fais beaucoup de métaphores culinaires. Non, mais ça parle. Enfin, c'est juste parce que tu vas pas manger des œufs toute ta vie, quoi. Tu manges un peu de tout. Bon, bah, c'est pareil avec la musique et tous les arts. Enfin,
Ça n'a pas de sens de dire que quelqu'un aime que un truc. T'as une autre anecdote d'un film Dans ce sens-là, pas tellement, parce que je te dis, moi, ça m'arrive plus dans l'autre sens. C'est plus quand j'aime pas des films de gros cinéphiles, bah du coup, je suis pas cinéphile, parce que ils glorifient leurs films, et moi, genre, Qu'est-ce qu'on m'a dit sur Instagram il y a pas longtemps? Que je jugeais le film comme une novice et une païenne. Mais ça, c'est intéressant de voir que des gens mettent des œuvres sur des piédestals comme ça. Ça n'a pas de sens. Enfin, je comprends. Je veux dire, ça n'a pas de sens quand t'en viens à être violent avec les autres. Bah, parce que moi, j'adore parler des films que je kiffe. Et toi, bon, si on parle d'ambulance, on n'est pas rendu, quoi. Mais c'est pas pour autant que tu vas agresser quelqu'un qui aime pas ambulance. Et dire tu la juges comme une païenne. À l'inverse, c'est plutôt l'inverse. Les gens ont plus tendance à... On a plus tendance à juger ce que les gens aiment que ce que les gens n'aiment pas, pardon, que ce que les gens aiment. C'est vrai. C'est-à-dire, dès que t'es d'accord, t'es en mode oui, c'est un consensus dans l'histoire du cinéma que tout le monde doit aimer. Je sais pas, moi, La Maman et la Putain, par exemple. Mais finalement, dès que t'es un petit peu en désaccord, c'est... par exemple, Gladiator. Oui. J'ai vu Gladiator dans le cadre du coup de mes vidéos cette année, parce que je regarde 50 films cultes que j'ai jamais vus. Donc Gladiator parce qu'il m'intéressait pas. Parce qu'il y a plein de choses que j'aime pas dans ce genre de film. J'adore Gladiator. J'ai quand même regardé, j'ai pas aimé. Donc ils étaient pas contents sur Instagram. C'est pas pour autant qu'on se casse la gueule en vidéo. Et voilà, et pour le coup, sur cette vidéo-là, les gens étaient assez sympas. Ils me comprenaient pas, mais ils étaient sympas, tu vois. Enfin si, en plus, je dis n'importe quoi, ils me comprenaient carrément. Ils comprenaient mes arguments, et en fait, ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'à l'époque, quand le film est ressorti, c'était un peu une révolution. Et du coup, ils sont restés dans ce truc-là, ce qui est normal. Quand tu découvres le film, tu restes un peu dans cette nostalgie, tu vois. Et ça, c'est un très bon thème, d'ailleurs. Et du coup, ils m'ont pas embêté plus que ça. Je m'attendais à bien pire, quoi. Par contre, on m'a embêté sur des trucs sur lesquels je m'attendais pas. Genre Taxi Driver. Taxi Driver, alors déjà, le film, je l'ai bien aimé. C'est ce que j'ai dit, hein. Je l'ai bien aimé. Et je me suis quand même fait taper dessus parce que je l'aimais pas suffisamment. Et qu'apparemment je le comprenais pas. C'est pas que je le comprends pas, c'est que forcément on n'est plus dans la même époque et j'ai pas à me mettre à la place des gens qui l'ont découvert dans les années 70. J'ai juste à me mettre à ma propre place. Du coup, c'est complètement lunaire d'attendre de moi d'avoir la même vision que des mecs de 50 piges actuellement qui l'ont découvert. Ou juste de quelqu'un d'autre. Ou juste de quelqu'un d'autre, en plus de ça. Et surtout qu'en tant que femme, enfin, je veux dire, y a quand même des choses à dire de ce point de vue-là aussi. Pas sur le film, mais sur ce qu'il traite. Et du coup, forcément, ça parle plus aux hommes. Donc, évidemment. Mais c'est fou qu'on ait pu te dire que tu ne l'aimais pas assez. C'est ça que je trouve assez incroyable. C'est que même quand tu es d'accord avec certaines personnes un peu extrêmes comme ça, dans leur goût, c'est jamais assez. Genre, tu devrais toi aussi le mettre sur un piédestal et vénérer Scorsese pour... C'est ça. Et en plus, il n'y a même pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est juste que je donne mon avis. Et en plus, j'ai ni cassé le film, ni glorifié, parce que j'aurais aimé ok tiers, quoi. Il y a des choses que j'ai appréciées, et je trouve qu'il est trop dur, par exemple. Mais parce que c'est mon émotion. Mais du coup, ça regarde que moi. Enfin, je comprends pas le... C'est trop bizarre, en fait. Mais oui, c'est incompréhensible. Mais c'est les gens cinéphiles, pédants, qui pensent tout savoir. En plus, là, il y avait beaucoup de vieux, on va dire, qui, en plus, étaient en mode « Non, mais elle est trop jeune, c'est pour ça. » Chose qu'il faut pas qu'on devienne, comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur les jeunes. Jamais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi les différences entre les générations. On va aussi avoir tendance à glorifier la génération dans laquelle on a grandi. Quand je vois comment certaines personnes peuvent cracher sur, par exemple, les films des années 2010 ou des années, même du début des années 2000, moi, personnellement, j'ai construit ma cinéphilie en salle avec des films de cette époque. Donc, beaucoup, en fait, ont un statut très particulier. Parce que même si c'est pas les plus grands films de tous les temps, je les ai vus en salle, dans un contexte particulier, je les ai pas revus en DVD. Donc, je pense qu'on a aussi on aura toujours une nostalgie de l'époque dans laquelle on construit sa cinéphilie. Mais si, je te dis n'importe quoi. Bridget Jones, on m'a un peu jugé dessus parce que, pour le coup, c'est vraiment un film que je kiffe, qui me fait tellement délirer parce qu'on a eu énormément de private jokes dessus, on l'a vu tellement de fois, un peu comme Mamma Mia. Ben, Mamma Mia, on peut le rajouter à la liste de ces trucs-là, d'ailleurs. Clairement. Aussi, on me juge dessus parce que c'est pas la plus grande comédie musicale, mais je m'éclate devant ce film et avec les chansons. Et en fait, devant ces deux films-là, je m'éclate. C'est toute mon enfance, enfin toute ma préadolescence et tout machin. Et j'ai grandi avec et je le regarde tous les ans, sans problème.
Enfin, c'est une obligation, quoi, chez moi. Et je sais que justement à l'époque où j'étais sur Rennes, je crois que j'avais eu le malheur de dire ça et genre on m'avait un peu jugée, tu vois. Mais vu que moi j'étais pas dans la fac, ça allait. Mais enfin c'est complètement bête parce que on a tous des films qui sont pas des chefs-d'œuvre de manière impartiale, qu'on surkiffe. Et c'est pas grave de pas aimer des chefs-d'œuvre, enfin d'aimer des films qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. On s'en fiche. Enfin le but du ciné, c'est pour ça que j'aime pas les gens qui te disent que tu dois te faire chier pour que ce soit du vrai cinéma. Ça n'a pas de sens. Moi, je reviens pas que quelqu'un t'ait dit ça, quoi, surtout. Mais c'est vrai, ça a pas de sens, encore une fois. Et du coup, forcément, si j'aime Mamma Mia et Bridget Jones, ça veut dire que j'aime que de la merde. Exactement. Évidemment. C'est bien connu. Évidemment. Alors que moi, en face de moi, j'ai un mec qui se dit hyper cinéphile, qui est ultra pédant et condescendant et qui me dit The Northman, c'était trop bien. Bah, je suis pas d'accord. Et du coup, j'ai pas envie de prendre ton avis en compte quand tu me dis que Bridget Jones, c'est de la merde, tu vois. Même si, objectivement, Bridget Jones en 2025, c'est plus la même chose. Hein. Si je l'avais découvert maintenant, jamais j'aurais autant accroché, vu tous les trucs problématiques, notamment sur le poids et sur les relations qu'il y a là-dedans, quoi. Mais je suis distante de ça, parce que c'est pas pour ça que je kiffe le film. Mais par contre, si du coup on essaie de prendre à contre-pied leur discours sans argument, tu peux dire oui, mais Bridget Jones, la mise en scène du corps de Bridget est très intéressante parce qu'ils arrivent à jouer sur le comique tout en faisant une mise en beauté. Le début il joue vraiment sur ce comique de geste avec la musique où elle va faire un karaoké physique littéralement, où elle joue comme si elle faisait de la batterie. Il y a des passages un peu de montage où on va avoir une accumulation de plans pour montrer des préparations qui sont tournées en dérision. Et même si aujourd'hui, comme tu dis, c'est problématique par rapport au poids, en fait, ça joue aussi sur une déconstruction de ce qu'on attendait de ces femmes dans les années 2000, au début des années 2000. Ouais. Ce qu'elle est, elle doit être à la fois parfaite au boulot, elle doit être très intelligente, elle doit être fit. Et en fait, elle débarque, elle a rien. C'est une chaotique. Et elle change pas. Elle est géniale. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, c'est pas un film qui va te dire que le personnage il change à la fin. Elle est toujours aussi chaotique. C'est un enfant. À la fin, elle sort dehors en culotte. Elle est chaotique même dans le 4. Oui. Et en plus de ça, t'as un petit peu... Moi, j'aime bien particulièrement la scène de bagarre entre les deux mecs parce que ça les tourne au ridicule. Mais c'est assez fou. Et ils sont géniaux, Colin Firth et Hugh Grant. Alors déjà, une chose à savoir sur moi, je suis très très fan des comédies britanniques. Donc si vous voulez me donner des films britanniques à voir, c'est toute ma vie. Oui, clairement. J'en ai jamais autant bouffé qu'après Bridget Jones. Ouais. Alors que je l'ai bouffé toute mon enfance. Je ferai pas mon quiz. Ouais, vas-y, je suis chaud. J'ai hâte de voir la série que t'as choisie. Alors, on va parler de Sherlock. Ah. Donc, j'ai 6 questions pour toi. Déjà, on va commencer par un truc très, 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 très facile et j'espère que vous l'avez tous en commentaire. Quel est l'acteur qui interprète Watson ? Pardon, j'ai bugué du coup, Martin Freeman. C'est le stress. En fait, c'est que t'as dit quel est et j'allais gueuler Benedict Cumberbatch. Je savais. Et c'est pour ça que j'ai pas pris lui. Quelle est l'adresse de Sherlock ? 21 B Baker Street 221, pardon. 221 B Baker Street. Ouais. On y allait d'ailleurs. Quel est le nom de la propriétaire de son appartement ? Madame Hudson. Ouais. Comment s'appelle le frère de Sherlock et quel poste occupe-t-il ? Mycroft Holmes, interprété par Mark Gatiss, que j'adore. Et elle est fan de ce personnage. Et du gars. Et le poste de chef d'une sécurité intérieure, je sais pas. Haut fonctionnaire du gouvernement britannique. Oh là là, c'est pas un travail, ça c'est un hobby ça. Question 5. Dans quel épisode apparaît Irene Adler pour la première fois ? Pour la première fois ? Ah, attends, tu me mets le doute. Parce que j'allais dire saison 2, épisode 1, mais si tu me dis première fois, c'est qu'il y a un piège ? Pas forcément. Pas saison 2, épisode 1. Oui. Et dernière question. Quel est le nom de code utilisé par Moriarty dans The Reichenbach Fall pour infiltrer la Tour de Londres, la Banque d'Angleterre et la prison de Pentonville ? Son nom de code ? Oui. Ah, le mot de code. Le nom du code. Et il fait croire que justement c'est un code avec ses mains, mais c'est pas du tout ça. Barberousse ? Non, c'est... Oh putain, je l'aurais pas. I-O-U.
I-O-U. Ça n'a pas de sens, juste je voulais un truc compliqué. Le code, c'est I-O-U. Ah, c'est celui qui grave sur la pomme. Ah oui, j'avais oublié. Voilà. Oh, j'ai réussi à te faire une question compliquée. Je suis contente. Vraiment, je cherchais sur Internet un truc compliqué. Tu vas moins rigoler quand on fera Avengers. J'ai pas envie. Et si maintenant on se recommandait des films de mauvais cinéphiles? On peut. Ouais, des films que si vous dites ça à un cinéphile, il grince des dents, quoi. Il est pas content que vous regardiez ça. Tu veux commencer ou je commence? Bah, en fait, moi j'en ai pas beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je vous donne pas des films que j'aime pas, évidemment. Donc je peux vous citer Bridget Jones. Franchement, je sais que le découvrir en 2026, c'est pas pareil que quand moi j'ai découvert en 2013. Enfin, c'est vraiment pas la même chose, mais j'encourage quand même quiconque à regarder cette comédie. Romantique. Romance, comédie? Comédie-romance, je ne sais plus. Comédie romantique. Oui, c'est ça. Donc ça, je vous encourage, clairement. Pour le coup, je pense que tout le monde l'a vu. Enfin, si vous n'êtes pas cinéphile, parce que si vous êtes cinéphile, j'imagine que vous ne l'avez pas vu. Et je vous recommande K-Pop Demon Hunter. Franchement, c'était trop cool. Et là, je suis à court. Bah moi, ça va être vite fait aussi. Je pense que je suis un peu dans le même principe que toi, c'est-à-dire il y a plus de films que j'ai vus qui étaient salués par la critique où je me disais bon, ça me passe au-dessus, que Ouais. de films vraiment que j'aime. Ouais. Sauf si là, tu as eu un éclair de génie. Non, vas-y. Mais du coup, Ambulance, je vous conseille Ambulance de Michael Bay. Je sais, ça peut paraître... Le pitch est simple, c'est une adaptation en plus d'un autre... Enfin, c'est un remake d'un autre film suédois, je crois, beaucoup plus court et beaucoup moins poussé en fait dans l'histoire. Vraiment, voyez ce film comme une avalanche ou une fourmilière géante. En fait, tout va provoquer plein d'autres petites choses. Et je le trouve qu'il est très bien amené parce que ça sort pas de nulle part. Au début, ça paraît sortir de nulle part parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais quand vous revoyez le film une deuxième fois, vous voyez que tout était préparé dès le début. En termes de préparation et de paiement, par exemple, pour un scénar, je trouve que ce film est vraiment génial. La conclusion, peut-être, pourrait décevoir, certains. Mais vraiment, le film est chouette. J'aime beaucoup les films de braquage à la Ocean's Eleven. Donc, je vous conseille vraiment Ambulance. J'en donne un dernier de Michael Bay parce qu'il faut bien. Je vous conseille évidemment Armageddon, qui est un film d'apocalypse, mais qui est vraiment très très chouette. Et lui, il est cinéphile, il n'aime pas? Pas trop. Enfin, je pense qu'il y a une petite nostalgie autour. Ouais. Mais pas considéré comme... Je pense qu'il est plus considéré comme un film à la Roland Emmerich sur... Truc pas ouf, quoi. Genre juste un film post-apo, de fin du monde. Pas post-apo, un film de fin du monde. Qui est considéré un peu comme le genre de blockbuster. Ouais, ok. Un peu post-apo et fin du monde où on va juste faire tout péter, juste pour le grand public à la 2012 ou des trucs comme ça. Si, je peux vous conseiller, parce qu'on parlait du MCU au début, ce serait quand même dommage de ne pas vous en conseiller un si vous ne regardez pas le MCU. Je pense un qui m'a le plus marqué, mais en fait je suis pas sûre que ce soit mon... Enfin c'est large pas mon préf, mais je sais pas pourquoi, il m'a marqué, c'est Captain America 3 Civil War. Peut-être parce qu'on était au ciné avec plein de gens qu'on kiffait, et du coup ça m'a marqué plus. Mais ouais, je pense Civil War, il était très cool, pour le coup. Pour le coup, on va déclencher une guerre civile littéralement dans les commentaires avec cette phrase. Mais je suis prête à en assumer les responsabilités parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que Civil War est un film qui se défend, qui est vraiment super. Mais tu sais que pour moi, c'était acté que c'était un des meilleurs. Oui, mais en fait, je crois que c'est considéré comme un des pires. Ah, bah je suis pas d'accord. Parce qu'il a ce semi-statut de... C'est un espèce d'Avengers avorté, dans le sens où ça aurait dû être un Avengers, parce qu'il y a presque tous les Avengers à part Hulk et Thor à ce moment-là, que finalement Steve il passe un peu en second plan alors qu'il s'en filme, que Iron Man il fait les mêmes erreurs que dans Iron Man 3 donc, et que dans l'ère d'Ultron, donc ça emmerdait tout le monde. Et aussi, il y a un truc qui a été reproché que je peux comprendre, c'est que ils se battent dans des hangars, tu vois, tu les vois pas sauver le monde, tu les vois pas sauver les gens. Mais justement, c'est ça que j'aimais bien. Ça fait un peu mais justement, c'est le principe, parce qu'en fait, dans le film, justement, ils sont pas d'accord sur la manière dont ils doivent agir. Tu sais, Iron Man et Captain, c'est là qu'ils sont pas d'accord. Ouais. Et en fait, je trouve ça bien que justement soit enfin concentré sur eux et pas sur sauver le monde. Parce que flemme un peu, c'est bon, sauver le monde, ça arrive tous les jours, c'est bon. Ce que j'aime particulièrement dans Civil War, ça va être le Baron Zemo, du coup, qui joue le méchant. Je trouve que c'est un super bon personnage parce que c'est juste
un mec de Sokovie qui, bon, est aussi un tueur, mais c'est pas un grand méchant comme ce qu'on a vu. C'est-à-dire, il a tué pour des services secrets et il vient se venger. Et il sait qu'il peut pas battre Captain America. Il sait qu'il peut pas battre surtout Tony Stark, qui est la raison pour laquelle la Sokovie a été détruite, littéralement. Et qui a une espèce de, au début du film, comme tu disais hors caméra, de rédemption en mode ah non, maintenant il faut que je protège tout le monde. Et qui se retourne contre Captain America. Et le fait que le baron Zemo il les fasse s'entretuer parce qu'il sait qu'il ne peut pas lui se battre, je trouve que c'était bien amené. Et ça change des gros méchants. Je pense que je préfère le baron Zemo à Thanos, par exemple. Ouf, tu vas énerver beaucoup de gens. Eh ben, je m'en fous. Ouais. Toi, t'as une série en tête aussi que t'aimerais défendre? Elle n'est pas spécialement pas aimée par les cinéphiles, mais c'est juste que déjà elle est sur Netflix et c'est une série de filles. Attention. Donc regardez Bridgerton. Regardez Bridgerton. Voilà. Je pense que c'est une série qu'en vrai est très cool. Juste si tu dis à un cinéphile pédant, toujours, entendez ça quand je dis ça. Oui, je regarde Bridgerton. De facto, t'es pas cinéphile pour lui. Genre, ce n'est pas possible, ça n'existe pas un cinéphile qui regarde une série Netflix. Non. Mais ouais, c'est un peu le problème. Je pense que il y a des choses qu'ils aiment pas. Genre Netflix, ça en fait partie. Mais je pense que ça peut marcher un peu comme un packaging. Ça va être un peu... Je sais que j'avais cette appréhension pour Apple TV, par exemple. Avant. Je me dis, ok. Mais Apple TV, c'est des rois de la série. Mais même les cinéphiles le disent, hein, que C'est les vrai. séries sur Apple TV sont ouf. Mais genre, ouais. C'est genre Severance, Shrinking. Ouais, non, c'est génial. Continue, vas-y. Non, mais c'est un peu à chaque fois, c'est quand on va tourner le doigt à une espèce d'entité intellectuelle et financière avant de tourner le dos à, je pense, des films comme pour Avengers, en fait. Je pense que c'est la conclusion du truc, c'est que finalement, en fait, on tourne dos à l'économie d'un cinéma très libéral et qui ne pense qu'au profit plutôt qu'à la création. Du coup, on va être directement en mode ça va pas être créatif, alors qu'en fait, dans la machine, même si oui, il y a plein de choses qui sont pas créatives, dans la machine, il y a des gens qui créent dedans. On peut ne pas aimer ensuite, évidemment, genre c'est ce qu'on disait, on n'est pas des fans absolus de tous les films Marvel. Il y en a plein que je ne peux pas saquer du tout, et d'autres que j'aime beaucoup. D'autres dont je me fous royalement, et d'autres où je vois vraiment le côté très mercantile. Oui, et puis après là on parle des blockbusters, donc effectivement c'est parce que c'est du marketing, et du coup les cinéphiles tournent le dos à cette société de capitalisme, et je suis d'accord avec eux là-dessus si on veut. Mais il y a aussi des films qui sont pas spécialement marketing et juste ils les jugent nuls, donc c'est nul, tu vois. Donc, mais je suis d'accord avec ce que tu disais. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se ferment à Netflix directement, même si on va pas se mytho aussi, Netflix, selon moi, font des films et des séries très en dessous parfois par rapport à ce qu'on s'attend. Et qui sont dans cette formule de blockbuster. Je pense à des films comme Red Notice et tout, qui à l'unanimité ont été mais genre défoncés pour le coup. Mais aussi c'est Netflix, du coup je pense que c'est accentué. Si ça avait été juste un film débile sorti en salle, les gens n'auraient pas bronché plus. Mais c'est super drôle parce que Red Notice, jusqu'à l'apparition de K-Pop Demon Hunter, c'était le numéro 1 des films les plus vus. Et parce qu'il a grave bien marché, mais il était défoncé. Défoncé par les cinéphiles et adoré par le grand public, quoi. Je sais même pas s'il était adoré par le grand public. Bah, en tout cas vu par le grand public. Donc il avait un attrait particulier pour le grand public. Est-ce que ce serait pas l'heure pour ton dernier quiz? Allez, c'est parti. Donc on part sur un quiz Avengers. Ça va être compliqué, je suis pas hyper bien calée. Il y a plus de questions que tout à l'heure, mais tu peux y arriver. Il y a plus de films. Non, c'est que Avengers 1. Je me rappelle plus, vas-y. T'inquiète. C'est parti. Déjà, on va commencer par ça. Nomme les 6 Avengers principaux de ce premier film. Ok. Et j'arrive. Je vais pas les faire dans l'ordre. Hulk, Thor, Iron Man, Captain, Black Widow. Il m'en manque un. Ah, c'est Hawkeye. Ouais. Bien joué. Parce que lui, il est là, mais en vrai, il a grave été abandonné dans le MCU. Vrai ou faux? Le film a gagné le Teen Choice Award du film de l'été, du meilleur film de l'été. Faux. C'est vrai, il l'a gagné. Et je trouve ça intéressant parce que la sélection, c'est meilleur film de l'été. Et ça, c'est vraiment un critère. C'est pour ça que j'ai dit non. Je me suis dit, c'est un truc plus ouf. C'est vraiment un critère des blockbusters. Les blockbusters, ils sortent très souvent à cette période. Et c'est normal en vrai. Hein. Si tu cherches, enfin, marketingment parlant, effectivement, c'est logique. Donc, troisième question. Combien de pierres d'infini voit-on dans ce premier film? Le Tesseract.
Attends, dans le premier film, il n'y a pas Vision, je crois. Du coup, il n'y a pas celle de Vision. Il n'y a pas Docteur Machin. Je sais même plus les noms, quoi. J'ai failli dire Docteur Who, alors j'ai fait Docteur Machin. Docteur Strange, tu veux dire? Docteur Who. Non, il y a pas Docteur de- Machin. C'est Donc il n'y a pas ça. Oh, il y en a deux ou pas? Est-ce qu'il est méchant? Bah sinon c'est Loki, donc c'est le Tesseract. Ouais, j'hésite à dire deux juste au cas où il m'en manque une, mais je vais dire une. 2. Il n'y a pas Vision, mais il a quoi Loki tout le long du film avec lequel il manipule Clint? Il y a le sceptre avec justement la pierre de l'esprit dedans. C'est pas le Tesseract dans son Non. sceptre. Non, Je le peux parler. Tesseract, c'est ce qui vient voler sur Terre, qui ouvre le portail. Mais oui, mais après il le fout dans son sceptre. Non. Dans le sceptre, il y a la pierre de l'esprit. Ah. Eh oui. Bon, plus facile. Les Chitauri sont-ils des aliens, des humains du futur ou des inhumains? Hein? C'est pas clair pour moi, je vais dire des aliens. Oui. Je comprends pas ce que tu veux dire, des inhumains. Ah bah oui, je suis con, t'as pas regardé les agents du Shield. Non. Vous avez vu, elle fait des pièges. Ouais, mais non, mais y a quiproquo. Ok. Toi et toi-même. Nomme les 3 actrices principales de ce film, qui d'ailleurs n'interagissent jamais ensemble dans le film. Ah oui. C'est quoi le truc qu'elle respecte pas ou qu'elle respecte justement le truc comme ça Ouais, je de sais femme. plus. Bon, on en reparlera plus tard. Ouais, quand on parlera. Du coup, les 3 actrices principales, bah, du coup, on va avoir, pourquoi elle me vient que son nom de personnage, Scarlett Johansson. Il y a d'autres femmes dans ce film, c'est étonnant. Je peux Ah, dire- Gwyneth Paltrow. Ouais. Et si tu comptes l'actrice de Robin, Je compte l'actrice. mais c'est pas un personnage Féminin. principal. Non. Oui. T'as dit féminin principal. Bah oui. Il y a que des mecs, Moi, donc c'est... Elle est pas principale, les deux autres je veux bien, mais elle, j'aurais pas son nom d'actrice parce que je le connais pas. Je sais juste que c'est l'actrice de Robin de How I Met Your Mother. C'est Cobie Smulders. Ah oui, Et du coup, qui joue l'agent Maria Hill. ouais, Maria Hill. Quel est le premier des 6 Avengers à apparaître à l'écran dans ce film? Hulk. Refais-toi la scène. Ça commence par quoi le film? Je sais pas. Ça fait trop longtemps? Oui. C'est Clint Barton. Quand il débarque, quand Loki débarque C'est à travers le portail du Tesseract, il hypnotise du coup Ok. Barton. Et du coup, c'est le premier en fait. Vous vous rendez compte qu'il y en a une ici qui n'a pas de mémoire et une qui en a une bonne. Et qui aime poser des questions reloues. Ok. 9e. Lors de Ok. la bataille finale à New York, Ok. Tony Stark embarque Hawkeye sur le toit. En VF et en VO, il ne lui donne pas le même prénom lorsqu'il se moque de lui en le comparant à un autre archer célèbre. Donne le nom en VF qu'il donne et le nom en VO. Déjà, j'ai jamais vu Avengers en VO, mais ok. Bah, je sais qu'il y en a un des deux, c'est Robin des Bois. Du coup, je sais pas si c'est le français ou l'anglais. Du coup, je vais dire les deux. Robin des Bois et Robin Hood, voilà. C'est un autre nom. Tu as la version française, il donne un autre nom d'archer En anglais, en anglais. mais connu. Très connu. Donc je l'ai. Tu l'as. Il y a quoi comme archer? Il est plus connu que Robin des Bois? Non. Mais Ok. toi, tu le connais plus que Robin des Bois. Ah ouais? Moi, je le connais. Moi, je le connais. Moi Attends. Je le connais plus que Robin des Bois, pourquoi il me vient pas? Si vous l'avez, notez-le dans les commentaires. C'est terrible. Un archer que je connais mieux que Robin des Bois. D'une licence que t'aimes énormément. J'aime trop de trucs. En plus, j'imagine que c'est une grosse licence, parce que pour qui l'appelle comme ça? Ça te fait rire? Ça fait v'là rire parce que quand je vais le dire, tu vas me faire des gros yeux. Ah, je suis étonnée, je pensais que tu l'avais vu en VO aussi. Non. Mais surtout les archers. Oh, Legolas! Ouais, il l'appelle Legolas en VO. Et du coup, la première fois que je l'ai vu en VO, parce que je l'avais vu pareil en français, je me demandais pourquoi ils ont pas dit Legolas aussi. Genre, on voit même pas le visage. Mais je pense que c'est parce que c'était une ref peut-être plus connue pour la fin. Non, en vrai, c'est juste que les gens qu'on traduit, ils connaissaient pas. Ils ont pas compris. Ils ont dit, c'est qui Legolas? Je pense pas, je pense que Moi, je suis sûre que c'est ça. ça. Rageuse. Ouais, non, je pense que. Non, c'est quoi? C'est juste qu'ils sont racistes des elfes. Voilà. Allez, et dernière question. Combien a rapporté le film à 100 millions près d'après le site de JPS Box Office? À 100 millions près.
100 millions près. C'est quoi à 100 millions près. Faut que c'est une marge d'erreur. Ok. 2 milliards 500 millions. 2 milliards 300 millions. T'as 1 milliard d'écart, je te le tolère pas. Hein. Ok. C'est 1 milliard 500 millions. Voilà. Mais j'ai un peu surestimé le truc. Ok. Bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ce 2e épisode de podcast sur être un mauvais cinéphile. Du coup. Est-ce que nous sommes des bons cinéphiles quand même parce que nous tolérons les avis des autres? Ah, nous, on est des très bons. Ouais. On est des très bons cinéphiles. Les mauvais cinéphiles, finalement, est-ce que c'est pas ceux qui jugent les autres? Regardez, on fait même des petites... J'ai même pas le mot, du coup j'ai perdu le... Sophisme? Non, mais non. Je sais pas. Sophisme, ça fait pédant, je veux pas être pédante. D'accord, oui, pardon. Non, tu sais, à la fin des contes, une petite morale. Voilà. Mais ce que je pense qui est intéressant aussi, vu qu'on parlait du rapport entre cinéphile et milieu universitaire peut-être en cinéma, c'est de se dire que il y a aussi des choses qui font que ça change dans le sens où à partir du moment où on inscrit ce genre de choses un peu mainstream dans des recherches universitaires, je trouve ça très intéressant parce que on leur donne du crédit dans un fait sociétal, c'est-à-dire où on peut ne pas aimer Avengers, on peut ne pas aimer le phénomène qu'il y a, mais je pense qu'il faut respecter les gens évidemment qui aiment ça et ne pas les inclure dans une cinéphilie mondiale. Ce serait comme, je sais pas, exclure totalement un super une population. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste, on peut genre détester ça et ce que ça représente, mais on peut pas faire comme si ça existait pas et que ça faisait pas partie du cinéma. Ça, parce que si les gens aiment, c'est qu'il y a bien quelque chose. C'est ça. Même si c'est pas les cinéphiles qui les aiment plus que ça, mais les autres personnes, même s'ils sont pas fans de cinéma, ont le droit de s'intéresser au cinéma. Et c'est d'ailleurs ça qui est bien aussi avec les arts, enfin, c'est qu'ils soient accessibles à tous. Même si on n'est pas content de comment ils sont utilisés par la suite. C'est comme ça, quoi. Pour conclure, quel est ton film Marvel préféré? MCU, pardon, pas Marvel. MCU. Un truc totalement comme tout le monde, j'aurais tendance à dire Infinity War. Mais j'ai aussi beaucoup aimé les Black Panther. Je réfléchis, mais je crois qu'on est un peu là-dedans, ouais. Et toi? Je te laisse deviner. Le soldat de l'hiver. Ouais, Captain America 2, le soldat de l'hiver. Au cas où. Mais je pense que il est cul à cul avec les Gardiens de la Galaxie 3. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, mais moi, il m'a mis trop mal. Violence animale brise le cœur de vrais cinéphiles. Ouais, beaucoup de choses brisent le bon cœur, donc... mais non, ouais. Donc écoutez, continuez à regarder des films considérés comme nuls. Ça fait de vous des bons cinéphiles parce que vous vous intéressez à tout. Voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus et on va vous dire dans un mois. Dans un mois. Avec le prochain épisode. Et en attendant, abonnez-vous et restons connectés.